Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On connaît désormais le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique de vote pour les élections communales du 11 janvier 2026. L'information a été rendue publique ce lundi par la Commission électorale nationale autonome à l'issue du tirage au sort intervenu au siège de l'institution. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle s'est invitée en milieu scolaire capable d'expliquer un cours, de corriger un test. Elle semble ouvrir la voie à une nouvelle manière d'apprendre. Pourtant, derrière cette aide précieuse se cachent aussi des risques. Plus de précision dans un instant. Et puis, hors du Bénin, au Mali, la pénurie de carburant imposée par les djihadistes aggrave un climat politique déjà explosif. Alors que les autorités de transition appellent à l'unité nationale, l'opposition dénonce une dérive autoritaire. Au terme de la cérémonie de tirage au sort présidée par Sakalafia, président de la Sénat, c'est le parti Foscori pour un Bénin émergent qui arrive premier sur le bulletin unique de vote. Il est suivi de l'Union progressiste Le Renouveau et enfin du Bloc républicain. La cérémonie de tirage au sort, faut-il préciser, intervient quelques heures après que l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin a délivré aux partis politiques les récépissés définitifs de validation de candidature suivants. Pour moi, de remercier le service informatique de la Sénat, tous les cadres techniques de la Sénat pour l'accompagnement qu'ils nous ont montré au niveau de la Sénat afin d'obtenir ce résultat. Et au niveau du parti, c'est le moment pour moi de remercier toutes les instances du parti, à commencer par le bureau politique, le bureau exécutif national, les bureaux des circonscriptions, les bureaux d'arrondissement, les bureaux des communes et les bureaux des villages et de quartiers de ville pour ce travail abattu afin qu'on puisse déposer ces dossiers à temps au niveau de la Sénat. Je peux sûr avoir une première position pour être le souhait de tout le monde. Donc nous avons tiré, on a eu la première position. Là, je peux remercier Allah pour nous avoir donné cette position. Donc je souhaiterais également que pendant les élections, que cette position-là soit maintenue. Nous connaissons désormais leur position sur le bulletin unique. Donc, au niveau de l'Union progressiste, nous sommes contents du cheminement qui a été fait jusque-là. Nous sommes fiers de notre équipe, de l'ensemble des militants qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons aujourd'hui prêts pour suivre le processus. Donc nous restons focus pour les prochaines étapes parce que c'est ça qui est le plus important. Nous sommes en train de travailler nos dossiers pour les législatives et nous espérons que nous serons davantage prêts. Le DER vient d'obtenir son billet à la participation aux élections communales de janvier 2026. C'est un honneur de ne pas donner à tout le monde et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes 3 sur la liste. Vous connaissez bien le chiffre 3, c'est le chiffre de l'équilibre. Chez nous, on dit donc, nous avons tiré le chiffre 3 et donc c'est l'équilibre. Il n'y a aucun doute que les membres de nos ancêtres sont avec nous. Le peuple béninois sera avec nous pour qu'au soir du 11 janvier, le BR puisse tirer avec brio son épingle de jeu. Et dans le reste de l'actualité, invité sur une émission sur Canal 3 Bénin, le président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, l'un des initiateurs de la proposition de loi, a clairement expliqué le sens de la trêve politique prévue dans la nouvelle constitution et les missions du Sénat. Il défend un mécanisme destiné, selon lui, à protéger l'unité nationale et à assainir la vie publique. Suivons un extrait de ses propos. Et je crois que nous avons vécu depuis 1991 des expériences. Le président Patrice Talon, qui est en fin de mandat, a vécu des expériences.
Est-ce que ce serait responsable qu'ils s'en aillent et ne soutiennent pas notre initiative qui voudrait que nous remédions à un certain nombre de problèmes? Donc, lesquels? Premièrement, les questions de développement. Nous sommes tous fiers au Bénin aujourd'hui quand les gens viennent nous voir, même si nous sommes contre Talon comme certains le sont. Eux, ce n'est pas le problème de ce qu'on réalise, c'est la tête de Talon. Ça, c'est leur problème vraiment qu'ils doivent réviser et régler ailleurs. Mais nous sommes contents du Bénin, ses performances économiques, le changement de notre environnement. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a une question que nous nous posons. Pourquoi ça ne se faisait pas comme ça depuis? Pourquoi? Et quand celui-ci va partir, celui qui va venir, il ne faut pas qu'on prenne le risque que tout ce qu'on a mis en place comme développement, comme élément de développement, disparaisse. Et ce qui fait disparaître les choses, justement, ce sont les hommes politiques. Si nous ne responsabilisons pas davantage la classe politique, c'est de là que viendront des conflits. Vous allez voir des belles routes qu'on fait et des chars roulent là-dessus pour aller casser des bâtiments. C'est pour ça que nous avons dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la postérité trouve meilleur, pour qu'un président qui va venir ne devienne pas un fou. Parce qu'il a la majorité, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous avons observé en 1980, déjà avec sous le président Nicéphore Soglou, vous vous souvenez, quand il est arrivé, surnommé Hercule et tout, mais en quelques années, il a été obligé de confier même le combat politique à sa femme. La réalité, c'était comme ça, pour pouvoir se préoccuper du développement. Mais il a connu un problème qui a fait qu'entre le président de la République et l'Assemblée nationale, il y avait une crise qui a fait que le président a même refusé de présenter son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Nous avons connu avec le président Yahi, quand il voulait faire certaines propositions, était obligé d'appeler les membres des institutions, les chefs des institutions, comme pour avoir une onction. Depuis la crise avec le président Soglou, comment la crise a été résolue? On a simplement appelé les anciens présidents de la République qui sont venus au palais et ils ont invité les protagonistes, c'est-à-dire l'Assemblée, le président de l'Assemblée et le président de la République. Quand ils sont sortis de cette réunion, quelle était la conclusion? Vous avez suivi peut-être si les Béninois ont de mémoire. Ils ont dit, la crise est terminée. Tout le monde va travailler. C'était la conclusion, ça. L'Assemblée a voté ce qu'on a amené. Il n'y a plus de crise. Le président de la République a fait son travail. Écoutez, pour moi, c'était le moment où il fallait déjà dire qu'il y a une institution qui manque. Parce que toutes les autres institutions ou toutes les juridictions jugent sur la base de la Constitution ou bien jugent sur la base du droit commun. Mais les fautes que commettent les politiciens, quand il y a crise entre les hommes politiques, où est-ce qu'on règle ça? Quand un homme politique déconne, dit par exemple, écoutez, moi, mon pays a des bases militaires à la frontière pour faire la guerre aux autres. Il va, il dort tranquille, il n'y a rien. Et il y a un autre qui peut-être dit, moi je vais amener mes frères ici, ils vont venir, comment on appelle, affronter les autres ici. Rien n'est dit, tout ce qu'on pouvait dire, parce qu'on avait la Cour constitutionnelle qui, elle, dit, vous avez respecté la Constitution ou vous n'avez pas respecté. Un point final. Après ça, il n'y a rien. Il faut une chambre constituée des gens sages. Vous comprenez? Des gens que nous avons respectés, que nous respectons. Et il n'y a pas mieux que les anciens chefs d'État, les anciens présidents des institutions politiques, c'est-à-dire qui ont géré de la politique, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale. Il n'y a pas mieux que ces gens-là pour se retrouver, mais aussi, compte tenu des situations que nous traversons et de la mission que nous voulons donner au Sénat, peut-être on aura le temps d'y revenir, il faudrait que nous ayons ceux qui peuvent les conseiller, ceux qui peuvent donner des informations sur les questions de défense et de sécurité et tout. Donc, nous pensons que c'est une chambre de sages. Et je regrette qu'au débat hier, encore une fois, notre opposition, si vous voulez repasser les bombes, méprise
les sages dans ce pays. On dit non, des gens qui ont déjà servi, qui sont pas... Mais quand le président Yahya a fini, et il n'y a nulle part où il peut s'exprimer et dire son... Il est revenu prendre la tête d'un parti politique. Dans un tout autre registre, à présent, l'intelligence artificielle occupe aujourd'hui une place grandissante dans le quotidien des élèves et des étudiants. Qu'il s'agisse de rédiger, de réviser ou de s'organiser, ces outils transforment profondément les méthodes d'apprentissage. Même s'il y a offre de nouvelles opportunités, elles soulèvent également de nombreuses questions. Facilite-t-elle réellement l'étude ou risque-t-elle de nuire aux compétences essentielles? Suivant ce reportage. Quelques clics suffisent désormais pour résoudre un exercice qui aurait sans doute pris des heures de fouille à la bibliothèque. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT, une intelligence artificielle, c'est instantané. L'intelligence artificielle, une imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création, l'application d'algorithmes exécutés ces dernières années. Cet outil fait partie intégrante de la vie de milliers de jeunes connectés. C'est le cas des étudiants que nous avons rencontrés. Ça me permet d'avoir vite des solutions à un certain nombre de sujets en droit, que ce soit la dissertation juridique, parfois les cas pratiques et les exercices judiciaires. Bon, les intelligences artificielles, en gros, nous permettent de faire des recherches plus facilement. On arrive à avoir l'accès à un plus grand nombre de connaissances et bon, c'est plus facile de travailler. Quand on a des exercices, on n'a pas besoin forcément des personnes ressources avant de trouver les réponses. On a aussi la capacité de mieux gérer notre temps parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a l'accès au calendrier, les applications de planification un peu comme ça, quoi, vous voyez. Donc on arrive plus facilement à gérer notre temps et à optimiser cette gestion en notre faveur. Donc avec ça, on arrive à avoir un plus grand éventail d'opportunités en fait. Aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, ça a plusieurs avantages, surtout dans les études. Bon, il y a certaines applications maintenant qui peuvent transformer les cours en PDF. Ou bien, en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vois que c'est un avantage et une facilité pour les étudiants. Moi, l'avantage des IA est que bon, ça nous permet, par exemple, si on a une recherche là, on peut vite trouver sans forcément fouiller un gros document. Ça nous donne plus de temps pour nos recherches. Il y a Gemini, l'intelligence artificielle de Google, et ChatGPT, celui de OpenAI. Pléonasme, je vois que ça m'aide plus à calibrer mon français dans le jargon juridique. Et où ça à bien rédiger mes dissertations, même si parfois ça me rend flemmard. Un traitement efficace et rapide qui permet de gagner du temps, certes, mais qui peut constituer un frein aux bonnes pratiques d'apprentissage à l'école. On ne peut pas se fier aussi sur l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut bien, c'est mieux de faire ses propres recherches. Après avoir utilisé l'intelligence artificielle, par exemple, pour savoir quel est le plan à suivre, qu'est-ce qu'on peut développer à propos du thème qu'on nous a donné, par exemple. On doit faire ses propres recherches pour maintenant pouvoir traiter soi-même ce qu'on veut faire. Par exemple, les applications comme ChatGPT, là, les étudiants n'ont plus envie de faire des recherches et de s'efforcer en fait. Parce que quand on donne un exercice maintenant, tu mets l'exercice dans l'application et cette application va te donner directement les réponses. Donc tu n'as plus forcément envie d'aller te déranger, te décarcasser. Donc on est dépendant de l'application. Mais ça ne nous aide pas vraiment à développer notre esprit critique et notre sens de la recherche, quoi. À un moment donné, on constate que si on demande, on pose des questions, souvent on n'arrive pas à trouver la réponse. Il va falloir qu'on repose. On pose plusieurs fois la question afin de la mener à l'ordre. Avec l'application, quand tu tapes en même temps, ça te donne ce que tu veux. C'est la recherche que tu veux, que tu trouves. Tu ne trouves plus d'autres
ces informations que dans un livre, par exemple, si je cherche un mot, dans un dictionnaire, je peux encore trouver d'autres définitions pour m'aider. Mais avec l'application, je trouve directement ce que je veux. J'ai plus... ça limite un peu la connaissance, quoi. Même si l'intelligence artificielle permet de gagner du temps grâce à l'automatisation de recherche, elle demeure encore une source pas trop digne de confiance. D'où la nécessité pour le chercheur de confronter plusieurs résultats. Et dans l'actualité internationale, le Mali traverse une nouvelle zone de turbulence prise en étau entre l'aggravation des attaques djihadistes, une pénurie de carburant, alors que la population peine à faire face au blocus imposé par les groupes armés. Les autorités de transition appellent à l'unité nationale, tandis que les opposants dénoncent une dérive autoritaire masquée derrière l'argument sécuritaire. Le reportage. Depuis 2 mois à Bamako, la capitale malienne fait face à une pénurie accrue de produits pétroliers. C'est dans ce contexte que l'opposition malienne a invité la population à ouvrir les yeux face à un régime qui, selon elle, confisque la nation sans la protéger. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a orchestré un sevrage en coupant les voies d'approvisionnement en hydrocarbures du pays. Le mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda n'hésite pas à incendier des camions-citernes qui transportent du carburant. Cette situation a des répercussions sur le plan social et économique. Elle a obligé le chef de la transition malienne, le général Assimi Goïta, à appeler à l'unité face à ce qu'il a qualifié de péril terroriste. Son ministre des Affaires étrangères a toutefois temporisé en prétendant qu'il n'y avait pas de blocus de la capitale. Ces derniers jours, des figures de l'opposition, parfois en exil, ont dénoncé une dérive autoritaire du régime militaire alors que la menace djihadiste ne faiblit pas. Plusieurs pays ont récemment demandé à leurs ressortissants qui le peuvent de quitter le Mali, provoquant des inquiétudes quant à l'ampleur de la situation sécuritaire du pays. En juillet dernier, le chef de la junte militaire Assimi Goïta a promulgué une loi le maintenant au pouvoir jusqu'à au moins 2030. L'Éthiopie fait face à une épidémie du virus de Marburg, une fièvre hémorragique hautement infectieuse. Les autorités ont confirmé l'apparition de cette épidémie dans le sud du pays. Le virus de Marburg, qui provoque une fièvre hémorragique, est transmis par certaines espèces de chauves-souris et appartient à la même famille qu'Ebola. Suivant. En Éthiopie, le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique a confirmé que 3 personnes sont décédées des suites du virus de Marburg. Le ministère de la Santé a ajouté lundi que 3 autres décès étaient soupçonnés d'être liés à cette maladie hémorragique hautement contagieuse. Ils font actuellement l'objet d'une enquête pour confirmer le diagnostic. Cette annonce fait suite à la confirmation par l'Éthiopie vendredi d'une épidémie de Marburg dans une ville de la région sud du pays avec au moins 9 cas identifiés. Le ministère n'a pas communiqué le nombre total de cas, mais a indiqué que 129 personnes ayant été en contact avec les cas confirmés avaient été isolées et étaient sous surveillance. Le virus de Marburg, qui appartient à la même famille que le virus Ebola, provoque souvent de violents maux de tête et entraîne des hémorragies. L'infection se transmet par contact avec des fluides corporels tels que la salive et le sang, ou par manipulation d'animaux sauvages infectés tels que les singes. Aux côtés de Gianni Infantino, président de la FIFA, le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi la création d'une procédure visant à faciliter l'obtention de visas pour les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de 2026. Le système présenté permettra aux détenteurs de billets de demander un rendez-vous prioritaire. C'est après moi. L'administration Trump annonce une nouvelle initiative pour les voyageurs étrangers qui se rendront aux États-Unis pour la Coupe du Monde de football l'année prochaine. Baptisée FIFA Pass, cette mesure permettra à ceux qui ont acheté des billets d'obtenir plus rapidement un rendez-vous pour leur entretien de visa. L'équipe du secrétaire d'État Marco Rubio a travaillé sans relâche avec le département de la sécurité intérieure afin de garantir que les supporters de football du monde entier soient correctement contrôlés et puissent se rendre facilement aux États-Unis l'été prochain. Avant mon arrivée au pouvoir, il fallait souvent attendre 1 an pour obtenir un visa de voyage, mais grâce au travail acharné de l'administration actuelle, plus de 80% des demandes dans le monde, imaginez un peu, sont traitées en 60 jours ou moins. J'encourage vivement ceux qui ont l'intention de se joindre à nous pour la Coupe du Monde à faire leurs demandes dès maintenant.
Nous aurons entre 5 et 10 millions de personnes qui viendront aux États-Unis des 4 coins du monde pour profiter de la Coupe du Monde. Et grâce à ce pass FIFA, nous pensons nous assurer que ceux qui achètent un billet et qui sont de véritables fans de football puissent venir assister à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions, à commencer par l'obtention de leur visa, puis leur venue dans le pays pour en profiter bien sûr. La Coupe du Monde de football 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Elle sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.